Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, début septembre, je vous souhaite une bonne rentrée. J'espère que l'été s'est bien passé pour vous. Nous sommes ensemble pour environ 30 minutes. Et avant de débuter, je vais peut-être vous donner quelques éléments sur cette session. Le premier élément, c'est que cette session est enregistrée, donc elle sera disponible à la rediffusion. Et je vous invite à partager cette session si vous souhaitez avec vos collègues pour partager les informations. Vous allez voir que, à part cette planche-là, le support est en anglais. Par contre, je vais parler en français, bien entendu. Et surtout, le rapport sur lequel s'appuie cette session, lui, a été traduit. L'URL vous sera partagée ultérieurement. Et aujourd'hui, on a Romain qui est à mes côtés en régie, dans l'ombre. Il est l'organisateur de cette session, plus largement de beaucoup de webinars chez nous. Et il est également à votre disposition pour recueillir vos questions. Et on va, en fonction du temps, soit les traiter au cas par cas, soit les traiter a posteriori par email. On verra si c'est possible en séance ou pas. Et donc, sans plus attendre, hein, je vous invite à zoomer sur deux activités marquantes qui ont été relevées lors du premier semestre 2025. Avant d'aborder ces deux faits marquants, quand même, je voulais m'arrêter sur PromptLock, qui est une menace que l'on a découvert il y a quelques jours et qui me semblait importante de mentionner. Et ce qu'il faut voir, c'est que les deux autres informations, ClickFix et Ransomware Deathmatch, sont des actualités qui sont basées sur notre rapport général sur les menaces. Et la première, ClickFix, est plutôt à destination du grand public, même si on verra qu'elle peut toucher quand même les entreprises. Et puis, on va faire un tour sur l'activité des ransomware, des groupes de ransomware, qui à la fois mènent la vie dure aux entreprises, mais qui se mènent la vie dure entre eux également. Toutes ces informations proviennent de nos rapports publics et gratuits. Donc aujourd'hui, vous aurez un aperçu de ces rapports. Ce sont une mine d'informations qui sont très importantes dans la lutte contre les cybermenaces. Et surtout, c'est un bon moyen d'adopter une posture de défense efficace. Alors, la présentation aujourd'hui est basée sur le Threat Report. C'est un rapport général qui utilise notre télémétrie et qui va analyser les grandes tendances des menaces qui ciblent principalement les particuliers, mais également les entreprises. Et puis je le mets à côté quand même parce que on a un deuxième rapport, lui aussi gratuit et accessible à tout le monde. C'est ce que l'on appelle le rapport APT pour Advanced Persistent Threats. Et dans ce rapport, nous plongeons sur les menaces des groupes alignés avec les États. Donc là, on est sur des environnements qui sont beaucoup plus spécifiques et ça va concerner le sabotage, le cyberespionnage, la déstabilisation, l'infogérance, etc. Et ce que l'on voit dans ces deux rapports, ce ne sont que la partie émergée de l'iceberg de nos recherches, car nos 11 laboratoires produisent énormément d'informations, des rapports que l'on appelle privés, qui sont hebdomadaires, mensuels, voilà, en fonction des activités des groupes et du format. Et ceux-ci sont disponibles sur abonnement et plutôt destinés aux grandes entreprises, aux CERT et aux SOC. Et donc aujourd'hui, l'agenda, vous l'avez vu, c'est bien de passer sur cette nouvelle menace, cette menace qui est une menace boostée avec l'intelligence artificielle. Et juste un petit mot sur la façon dont on va récolter ces informations, c'est que la majeure partie des sources d'informations, notamment pour le rapport général sur les menaces, c'est notre télémétrie qui provient de plus de 400 000 clients à travers le monde. Et ce sont ces informations plus d'autres capteurs qui nous permettent de suivre l'activité à la fois de groupes spécifiques, mais également des menaces en général. Et donc, comme je vous le disais, ces données sont traitées par nos 11 laboratoires. Certains ont des spécialités, d'autres sont plus générales, mais on a vraiment des équipes qui travaillent à la fois sur les rançongiciels, sur les menaces Android, sur les menaces en général, bien sûr, et puis sur les groupes affiliés avec des États qu'on appelle. Et donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, cette découverte à quelques jours. EZ a analysé le premier rançongiciel boosté, alimenté avec l'intelligence artificielle. On l'a nommé PromptLock, et c'est certainement un logiciel malveillant qui va marquer un tournant dans l'évolution des cyberattaques. Pourquoi? Parce que ce ransomware
expérimentale utilise l'intelligence artificielle pour générer son propre code malveillant en temps réel. Alors, ça va rendre à la fois la détection et la neutralisation particulièrement complexes, mais surtout, contrairement au rançon logiciel traditionnel, le code n'est pas écrit à l'avance. PromptLock va s'appuyer sur un modèle d'intelligence artificielle basé GPT-OSS 2.20b, et celui-ci n'est pas complètement en local, ça serait trop gourmand, trop lourd. Il va communiquer avec l'API de Oyama avec ce modèle pour savoir, entre guillemets, ce qu'il doit faire. Et donc, cette approche va lui permettre de créer à la volée des scripts que l'on appelle LUA, et c'est un langage informatique très, très léger, souvent utilisé pour automatiser des tâches dans des logiciels notamment. Et ces scripts vont être utilisés pour explorer les systèmes infectés, identifier les fichiers sensibles, exfiltrer certaines données en fonction de ce qui va avoir été trouvé, et surtout, malheureusement, de pouvoir les chiffrer. Alors, PromptLock est capable de fonctionner sur Windows, Linux et macOS. Bien entendu, ça va augmenter considérablement sa portée potentielle. Son système de chiffrement repose sur SPEC, qui est un algorithme de chiffrement de 128 bits. Et surtout, il a la caractéristique d'être développé pour être hyper rapide et efficace, même sur des appareils aux ressources limitées. Bien entendu, il y a une adresse Bitcoin qui est intégrée dans le code, qui va permettre de recevoir pour les cybercriminels les différentes rançons. Quand même, ce qui est à noter, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas de preuve formelle qui indique que PromptLock ait été déployé sur des victimes. Nos chercheurs pensent qu'il est probablement soit une preuve de concept, soit une version qui est encore en développement. Bon, quoi qu'il en soit, la découverte inquiète fortement la communauté de la cybersécurité. Elle démontre qu'un ransomware peut utiliser l'intelligence artificielle, un malware d'une manière générale, pour s'adapter en temps réel à son environnement, ce qui va rendre assez difficile finalement sa détection par des solutions traditionnelles. Autre élément de cette présentation, aujourd'hui à l'agenda, ClickFix, et c'est aussi en rapport avec l'intelligence artificielle. Hein. On a vu cette intelligence artificielle usurper des comportements humains dans différentes tâches, dont les CAPTCHA. Et c'est cet univers de CAPTCHA que l'on a vu fortement évoluer au cours du premier semestre. Alors j'imagine hein, que comme moi, comme tout le monde ici dans cette session, vous n'avez pas échappé à ces différentes épreuves, hein, retranscrire un texte flou, cliquer sur des images de bus ou de cheminées ou de feux de circulation, ou encore déplacer un petit bout de puzzle dans une image pour prouver bien que vous étiez un être humain. Eh bien, malheureusement, les robots apprennent très rapidement et les CAPTCHA, eux aussi, doivent évoluer pour faire face au bypass, à l'utilisation notamment l'intelligence artificielle pour passer ces différents CAPTCHA. Et nous, en tant qu'humains, on a entre guillemets l'habitude de voir ces CAPTCHA, de les accepter et de les considérer surtout comme légitimes. Ce qui fait que lorsqu'on fait face à un nouveau CAPTCHA, celui-ci va nous donner différentes instructions pour prouver qu'on est bien un humain, et ça va faire en sorte que nous, humains, allons exécuter, entre guillemets, sans réfléchir ces différentes instructions. Et c'est ce biais cognitif que les cybercriminels ont repéré, et ainsi, ils ont eu l'idée de transformer le CAPTCHA en arme. Ils ont créé une fausse version de ce processus pénible, on va dire, et grâce à ça, ils vont nous emmener, nous attirer dans l'air filé. Alors, tout d'abord, on va voir comment ça se passe, mais tout d'abord, quand vous arrivez sur un faux CAPTCHA, eh bien, on va vous inviter à cliquer sur ce fameux gros bouton au milieu de l'écran. Chacun va le faire. Si vous cliquez, eh bien, je dirais que vous ne connaissez pas la maintenance d'un système de type Windows, hein, peut-être comme 95% des utilisateurs lambda. Eh bien, il va y avoir trois instructions très simples qui vont s'afficher. Le premier, c'est appuyer sur les touches Windows R. Donc là, déjà, normalement, ça devrait, à vous, peut-être, professionnel, j'espère, éveiller quelques soupçons. Ensuite, on va vous dire appuyer sur les touches CTRL-V. Et puis ensuite, pour terminer, appuyer sur Entrée. Et là, bravo, hein, vous venez de confirmer que vous n'êtes pas un robot. Malheureusement, vous avez immédiatement fait en sorte que ces instructions mènent à l'installation de logiciels sur votre ordinateur. Et alors,
c'est malheureusement assez simple, hein, si on redécompose cette action. On voit qu'il y a l'ouverture d'une invite de commande dans laquelle on va rentrer différentes informations. Ces informations vont généralement télécharger un fichier HTA qui est malveillant. Celui-ci contient un JavaScript et il va exploiter un outil qui est légitime dans le système d'exploitation qui s'appelle Microsoft HTML Application Host. Et c'est grâce à ça qu'il va s'exécuter. À partir de là, des scripts PowerShell supplémentaires ou plusieurs chaînes, plusieurs enchaînements de scripts de type PowerShell vont être exécutés et ils vont charger des différentes logiciels ou différentes commandes jusqu'à ce que, par exemple, il y ait un logiciel, un infostealer, un logiciel voleur d'informations qui se décompresse en mémoire. Et une fois que celui-ci s'est décompressé en mémoire, eh bien, il va commencer à faire ce qu'il fait tout à fait magnifiquement bien, c'est-à-dire récupérer les différentes informations qui sont sur le système. Alors, ça semble à la fois très simple, finalement pas si compliqué pour l'utilisateur de s'infecter lui-même. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne vraiment très très bien. C'est effectivement très efficace. Les chiffres d'ailleurs parlent d'eux-mêmes, hein. Il y a une croissance de plus de 500% que l'on a repéré à la fin du second semestre, à la fin du premier semestre 2025, et cette croissance est de plus de 500%. Ce qui est une croissance tout à fait significative. Ça classe cette menace-là dans la catégorie des menaces les plus virulentes et les plus prépondérantes en tout cas dans notre classement. Ça classe cette menace à la deuxième place. Et ces faux CAPTCHA sont finalement, d'une manière générale, un exemple d'une nouvelle technique d'ingénierie sociale qu'on appelait plus largement ClickFix. ClickFix, c'est le nom qui vient du fait que, soi-disant, en suivant les instructions, vous êtes censé réparer un problème prétendu et inventé, bien entendu, par l'attaquant. Alors, vous pouvez rencontrer malheureusement ces fausses alertes presque partout. Ça va arriver par des pièges joints par email, ça va être des liens dans différents messages, ça va être sur des sites web malveillants, mais également sur des sites légitimes et compromis. Généralement, le contenu est copié dans le presse-papier et dans la plupart des cas, c'est bien une commande, un PowerShell ou un curl, donc, qui permet de récupérer des éléments depuis une adresse Internet, qui vont ensuite mener à un nombre, on va dire, indéterminé d'étapes en fonction de ce qu'a prévu le cybercriminel. Quoi qu'il en soit, ça aboutit toujours à l'installation d'une charge finale. Bien souvent, c'est un voleur d'informations, un faux stealer. On a un grand nombre d'informations sur les infostealers. Si le domaine vous intéresse, je vous invite à consulter différents web séminaires et ou articles que l'on a pu créer sur le sujet. Ça peut installer des rançongiciels, mais c'est pas forcément le premier objectif. Et puis ensuite, ça va également, pourquoi pas, installer des métasploits, des chevaux de Troie, des outils d'accès distant, voire des portes dérobées. Bon, finalement, tout ce que l'attaquant a besoin pour pouvoir rentrer sur un poste de travail professionnel ou personnel. Et malheureusement, on a vu que ces techniques fonctionnaient bien. Et eh bien, pour aggraver encore la situation, on voit que cette technique d'ingénierie sociale, ClickFix, n'est pas seulement utilisée par des criminels qui sont attirés par l'appât du gain. Cette technique a également été adoptée par des groupes sophistiqués, parrainés par des États. D'ailleurs, on en décrit l'utilisation, l'usage dans notre dernier rapport public sur les APT, rapport dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais vous donner quand même quelques détails. On n'a d'ailleurs pas été surpris de voir que ce sont des groupes alignés avec les intérêts de la Corée du Nord, notamment Lazarus. Ces techniques ont été utilisées dans le cadre de l'opération Deceptive Development. Alors, encore une fois, si vous êtes intéressé par ce type d'informations, je vous invite à avoir notre rapport sur les menaces avancées APT. Il y a eu énormément de découvertes face à l'usage de l'intelligence artificielle et à l'ingéniosité de ces groupes nord-coréens pour faire des campagnes de faux recrutement de développeurs notamment, et ou se faire embaucher eux-mêmes dans des sociétés comme IT administrateurs, pourraient avoir directement un pied dans l'entreprise. Quoi de mieux pour
infiltrer une société que d'avoir directement accès au réseau, au système d'information. Alors, cette approche utilise, je vous le disais, hein, des faux sites, des emails, des différents messages ou des sites légitimes compromis. Et dans le cadre des opérations menées notamment par ces groupes, ils ont utilisé des fausses plateformes de recrutement, un personnage, je dirais, assez classique. Hein, et quand le candidat veut effectuer différentes tâches pour devenir candidat sur ces candidatures, eh bien, on va lui dire que sa caméra et son microphone ne fonctionnent pas et qu'il peut assez facilement réparer cela. Pour ça, il suffit qu'il copie-colle les différents éléments dans son invite de commande. On retrouve également ces invites de commande à la fois pour Windows, mais également pour Linux. Et là où c'est aussi assez fort, c'est qu'on va les retrouver notamment sur des sites qui proposent des projets et du code, par exemple, comme Git. Une fois qu'on a effectué cela, bien, différentes attaques plutôt grand public, et ben on peut se demander quels sont les objectifs des attaquants. Ce que l'on voit, c'est que les victimes sont compromises avec des outils généralement personnalisés et surtout conçus pour voler des informations, des crypto-monnaies ou alors des mots de passe. Dans tous les cas, l'accent est mis sur Chrome, MetaMask et Keychain. Keychain, ça veut dire que les utilisateurs ciblés sont principalement des utilisateurs macOS, Keychain étant le gestionnaire, on va dire, de mots de passe, mais plus largement de secrets, qui est disponible sur macOS nativement. Juste pour info, hein, sachez que pour accéder à Keychain, le groupe a quand même dû utiliser d'autres logiciels malveillants pour voler les différents identifiants et obtenir l'accès. C'était quand même pas si simple que cela. Et je dirais pour conclure cette section que la sensibilisation est toujours d'actualité hein, pour que les personnes qui sont assises entre la chaise et le clavier ne soient pas des maillons faibles. Il faut les considérer, il faut les former. On ne peut pas reposer notre sécurité, bien entendu, que sur eux, mais il faut qu'ils soient un minimum informés de ce qui se passe pour pouvoir faire face. Et on voit aussi que les pirates, finalement, regorgent d'idées à la fois simples et efficaces et qu'ils sont de plus en plus efficaces aussi dans leur connaissance humaine et dans finalement l'usage de biais cognitifs qui sont ceux de l'être humain, qui sont les nôtres. Je vous propose de passer à la section suivante, de faire un tour sur le panorama, le paysage de l'activité des rançongiciels, des groupes de rançongiciels au premier semestre 2025. Alors, ces 6 derniers mois ont quand même vu ce fameux paysage des rançongiciels se transformer en une sorte d'arène de combat à mort où finalement seuls les plus impitoyables vont survivre, impitoyables vis-à-vis des victimes, mais également vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs confrères, si je puis dire. Et en parallèle, alors pour aggraver la situation ou pas, les forces de l'ordre se sont transformées elles aussi en chasseurs. Il y a eu notamment des actions qui ont été menées, des actions d'envergure contre les logiciels voleurs d'informations, donc les fameux infostealers. Je n'entrerai pas dans le détail aujourd'hui dans cette session sur les infostealers et la chasse aux infostealers, mais sachez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été produits de notre côté, notamment parce qu'on a participé à un certain nombre de ce démantèlement de réseaux de logiciels infostealers. Et donc, on a dévoilé un certain nombre d'informations, on va dire, de l'autre côté, de l'envers du décor. Donc, si ça vous intéresse, faites un tour sur nos différents réseaux sociaux. Vous verrez qu'on a produit plutôt un grand nombre d'éléments plutôt intéressants. Ce que l'on peut noter sur ce paysage des groupes de rançongiciels, tout d'abord en termes de statistiques, c'est qu'en 2024, le nombre d'attaques signalées a augmenté de 15% par rapport à 2023 et a atteint un nombre malheureusement record de 5100 incidents. Si
Ça nous semble déjà important et grave. Ce qu'il en a noté également, c'est l'évolution du nombre de groupes de rançongiciels, des gangs, qui lui a bondi de 43% pour atteindre 96 groupes, on va dire référencés, officiels et connus et malheureusement efficaces. Cependant, il y a quand même une statistique qui s'est révélée étonnamment positive en 2024, c'est la diminution des profits de ces fameux gangs de rançongiciels. Le montant total des paiements des rançons a chuté d'un tiers et il a atteint un peu plus de 800 millions de dollars. Alors, c'est encore une somme importante, mais c'est toujours moins que le milliard qui avait été observé les années précédentes. Ça, c'est un élément qui est sont trois éléments qui sont assez importants, qui décrivent bien le paysage de ces groupes de rançongiciels. Et il y a un autre paramètre qui est aussi à prendre en compte, c'est que le nombre d'attaques, donc forcément, il a augmenté, mais malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui pensent qu'elles sont trop petites ou insignifiantes pour être ciblées par les rançongiciels. Alors ça, c'est vraiment un message qu'il faut réussir à combattre, message qui d'ailleurs chez un particulier se retraduit par je n'ai rien à cacher ou je n'intéresse pas les cybercriminels, etc. Donc ça, c'est effectivement des messages que l'on rencontre encore malheureusement souvent et qu'il faut réussir à faire évoluer. Et malheureusement, en tout cas, si on revient au rançongiciel, et ben pour se convaincre, si nécessaire, hein, que les petites et moyennes entreprises sont quand même la cible à la fois des fuites de données et des rançongiciels, et ben il suffit de prendre ces chiffres qui montrent que la taille des entreprises les plus ciblées se situe entre 11 et 200 employés et que les petites entreprises, les très très petites entreprises, hein, les auto-entrepreneurs et puis les professions libérales, entre 1 et 10 employés, eh bien, sont elles aussi surreprésentées et notamment par rapport aux très grandes entreprises, notamment celles qui dépassent les 5000 employés. Donc, ça, c'est une modification dans le paysage des attaques par rançongiciel. On peut se demander si les grandes entreprises sont mieux protégées et que par défaut, les cybercriminels vont se tourner vers des cibles plus faciles que sont les TPE et les PME. Autre point important dans ce premier semestre 2025, trois autres éléments. Alors à la fois peut-être une bonne nouvelle, mais avec un pendant négatif, c'est que les groupes de cybercriminels semblent être freinés par les EDR, donc Endpoint Detection and Response, hein, le niveau supérieur de l'antivirus. Il ne vient pas le remplacer, mais on va le mettre par-dessus. Et en conséquence, eh bien, ils ont créé des EDR killers, des logiciels malveillants qui visent à désactiver ces fameux EDR. Alors, ils sont introduits dans les systèmes généralement via des pilotes vulnérables, donc des pilotes légitimes mais vulnérables. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par le sujet, on a à la fois des blog posts et des recherches qui détaillent comment fonctionnent ces EDR killers. C'est un sujet qui est assez passionnant et qui nous force, encore une fois, nous, à améliorer la protection de nos propres systèmes et puis à détecter la façon dont les cybercriminels essayent de les désactiver. Deuxième point, les outils RMM, donc Remote Management Tool, les outils d'accès à distance pour pouvoir piloter, faire des tâches d'administration sur des systèmes à distance. On voit que les systèmes légitimes sont détournés à des fins de prise de main à distance illégale. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir un logiciel tout à fait classique de prise en main à distance, peut-être utilisé d'ailleurs par le service IT de l'entreprise concernée ou un autre qui va donc, et en étant légitime bien souvent, passer sous les radars. Malheureusement, il va être utilisé par les cybercriminels pour rester de manière furtive dans le système d'information. Et puis, troisième point, on note que les cybercriminels optimisent leurs attaques, optimisent dans le sens, on l'a vu hein, avec l'utilisation d'outils précédents, mais aussi optimiser dans le sens je ne vais pas dire en faire le moins possible, mais s'économiser. Finalement, dans certains cas, il ne se donne même plus la peine de chiffrer les données. Il les vole, il les extrait, violation de données, et puis il menace de publier ces données si la victime ne se conforme pas à leurs exigences, notamment à payer une rançon. Donc là, on voit une nouvelle forme. Finalement, est-ce qu'on les appellera toujours des groupes de ransomware? On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, dans certains cas, ils vont même jusqu'à ne plus
chiffrer les données, mais juste demander la rançon. Alors, on note également qu'avec la baisse du montant des rançons, 2004 a vu deux autres bonnes nouvelles, en particulier, et je le disais également précédemment, deux opérations conjointes des forces de l'ordre et du secteur privé qui ont réussi à démanteler deux acteurs majeurs du marché des rançons logicielles, marché des rançons logicielles, que sont Logbit et Black Cat. Alors, ce que l'on voit, c'est que ces gangs de rançon logicielles on communique finalement comme presque une entreprise normale. Et après leur démantèlement, bien, ils ont prétendu que ce n'était pas grave, que ça n'aurait pas d'impact sur leurs activités. Et bien, heureusement, la vérité est que ces deux gangs ont complètement perdu la confiance de leurs affiliés et que donc sans cette confiance, il n'y a pas de business. Et on le voit ici avec le nombre de victimes qui a été publié sur leur site au moment avant et après les différents démantèlements. Ça, c'est important parce que les cybercriminels, les gangs de rançongiciels fonctionnent sous forme d'affiliation, ça veut dire qu'ils sont des sortes d'éditeurs de logiciels malveillants et ils vont avoir ensuite des affiliés qui vont acheter ou louer leur capacité à faire des rançongiciels pour pouvoir mener leurs différentes attaques. Alors, il y a eu effectivement ces deux takedowns, ces deux disruptions de groupes de rançongiciels. L'univers n'aimant pas le vide, eh bien, Ransom Hub est apparu et Ransom Hub a récupéré une partie des différents affiliés qui venaient notamment de Logbit. Ils ont connu une croissance explosive au cours de 2024 et ils ont fait cela notamment grâce à deux éléments. Ils ont donné 90% de la rançon à leurs affiliés et ils leur ont fourni des EDR killers directement dans les packages qui permettaient aux affiliés d'attaquer les victimes. Donc, on voit bien qu'en l'espace d'un an, Ransom Hub a revendiqué des centaines de victimes et on voit que c'était à peu près ce que faisait Logbit à son apogée et on voit surtout que Logbit est en plein déclin. À peu près au même moment, il y a eu un autre groupe, Dragon Force, qui a émergé. Ce nom est peut-être un peu moins connu. Pour autant, ils sont responsables de l'attaque contre Marks & Spencer et de Co-op au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, la conséquence de ces attaques, c'est que les magasins ont eu des rayons vides et ont été complètement désorganisés pendant des semaines. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les entreprises luttent pour revenir dans des conditions d'opération normales. On voit que Dragon Force a également une caractéristique qui est un petit peu plus, qui est elle aussi inhabituelle, c'est qu'en plus de leur arrogance extrême, on voit dans leur communication, eh bien, ils n'hésitent pas à attaquer leur concurrence, donc notamment Ransom Hub. Et en mars, ils ont lancé des attaques vraiment délibérées contre les sites de fuite de données, donc les sites qui affichent les victimes, contre BlackLock et Manoma. Et finalement, ils ont même osé s'en prendre au leader du marché qui est Ransom. Ils ont même d'ailleurs tenté un trait d'humour, si on peut dire. Dragon Force a essayé de convaincre finalement les affiliés que Ransom Hub avait volontairement cédé et qu'ils travaillaient maintenant pour leur propre cartel, le cartel Dragon Force. On voit que les échanges sur les dark web, sur les forums du dark web ont été plutôt houleux, qu'il y a eu des déclarations de guerre et que finalement, en fait, on se rend bien compte que l'histoire est toute différente et Ransom Hub n'a pas rejoint de son plein gré Dragon Force. Force est de constater d'ailleurs que Ransom Hub ne s'est pas remis de cette attaque. Et on voit encore une fois sur le nombre de victimes qui sont affichées sur les sites qui recensent ces fameuses victimes que les victimes de Ransom Hub ont chuté drastiquement suite aux opérations, on va dire, de Dragon Force. Alors, ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce paysage des rançongiciels, c'est que les groupes entre eux, et c'est
assez nouveau. Il y a toujours eu du doxing, il y a toujours eu des rivalités, bien entendu, entre les groupes, mais que là, on a vraiment affaire à une guerre qui est effrénée et que cette guerre va également se reporter sur les victimes parce que au moins, au plus il y a d'attaques entre les groupes de cybercriminels, au plus le business est compliqué, donc au plus les victimes vont elles aussi en pâtir. On voit aussi que les EDR représentent des difficultés pour les attaquants. Moi, ça m'amène à dire qu'ils deviennent donc indispensables. Quand on voit que les PME et les TPE, elles aussi, se font beaucoup attaquer, ben, je dirais que les EDR deviennent aussi indispensables sur ces cibles. Mais je rajouterais quand même qu'un EDR sans supervision n'est pas un EDR qui est totalement efficace, notamment parce que ce n'est pas un antivirus. Un antivirus a quand même la particularité d'être quasiment 100% automatique. Pour l'EDR, eh bien, il faut avoir encore, même si on utilise l'intelligence artificielle, une intelligence humaine qui va permettre de savoir s'il y a ou pas des alertes qui doivent être transformées en incidents, et puis surtout mener des opérations d'investigation et de préparation qui font que l'EDR va être efficace sans notre intervention grâce aux différentes règles et à sa différente mise à jour et à son paramétrage. Et puis ensuite, l'utiliser, pourquoi pas, pour faire des recherches, notamment de menaces dormantes et ou d'accès furtif au sein du réseau. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Encore une fois, je vous invite à télécharger gratuitement ce rapport. La version française est aujourd'hui disponible. Alors en tout cas, nous, on l'a disponible. Romain vous dira comment la télécharger. Peut-être la recevrez-vous d'ailleurs dans un email de remerciement pour avoir participé à cette session. Vous trouverez dans ce rapport un certain nombre de détails. Vous trouverez dans ce rapport également, et ou sur les blog posts sur We Live Security, des IOC, donc des indicateurs de compromission. Encore une fois, l'EDR là est utile, hein, parce que ces indicateurs de compromission, vous allez les rentrer dans l'EDR, et puis vous allez pouvoir ainsi chercher s'il y a les éléments présents sur les réseaux que vous protégez. Et puis, un dernier message, hein, continuez de nous suivre sur les différents réseaux. En cette fin d'année, Romain et puis toute l'équipe ont créé de très nombreuses et de très intéressantes présentations. Et on va avoir une activité assez rythmée sur cette fin d'année. Et on ne manquera pas de vous tenir au courant. Voilà, je vous invite à poser vos questions si vous en avez dans le chat, à poser vos questions également peut-être par email. Et moi, je fais un petit tour là dans les questions, si j'en vois. Je vois surtout que certaines personnes n'ont pas pu se joindre à notre présentation et ont envoyé leur bot pour enregistrer et retranscrire la présentation. Alors, bonjour les bots. Peut-être que j'enverrai un petit prompt malicieux la prochaine fois pour voir si j'arrive à perturber les bots. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Vous la trouverez en replay. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci Romain pour avoir organisé tout cela. Au revoir.